La corruption, l'argent sale, les paradis fiscaux, un cancer qui ronge le monde et les démocraties. On en parle avec les deux invités du Grand Angle. Bonjour Sylvie Matelli. Bonjour. Et bonjour Carole Gomez. Bonjour. Alors, vous publiez à deux donc un livre passionnant sur l'argent sale, à qui profite le crime, aux éditions Erol. Il va sortir dans quelques jours. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et puis vous, Carole Gomez, vous êtes juriste, chercheuse à l'IRIS également. Et vous êtes une spécialiste notamment de la corruption dans le monde sportif et de l'impact de cette corruption sur les relations internationales. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Sylvie Matelli. Pourquoi, comme vous l'écrivez dans le livre, d'ailleurs, cette question de l'argent sale est-elle devenue si importante aujourd'hui dans notre monde globalisé ? Elle est devenue si importante probablement parce qu'on n'a jamais eu autant d'argent, donc forcément d'argent sale. Ouais. Et puis surtout, et c'est un petit peu le fil conducteur de notre ouvrage, parce que tout est lié. L'argent sale, c'est les paradis fiscaux, et on en parle souvent, il y a souvent des scandales sur ces sujets, mais c'est aussi l'argent du terrorisme, l'argent de la drogue, donc l'argent de la criminalité internationale, et c'est aussi étroitement connecté à la corruption. La mondialisation, c'est un accélérateur de corruption et d'argent sale ? Toutes les conditions sont réunies pour arriver à faire de plus en plus d'argent, à créer des liens officiels, des liens officieux, choses qui sont cachées, choses qui sont visibles. Donc au final, il y a véritablement une accélération de ces échanges et on le voit, un certain nombre de chiffres sont considérablement en hausse. Alors, on va parler d'abord des termes, définir un peu les termes. Vous parlez dans votre livre d'argent sale. C'est quoi l'argent sale ? Parce qu'il y a l'argent noir, l'argent gris. Dites-nous un peu comment on peut qualifier l'argent sale. Alors, il n'y a pas de consensus sur la définition. Nous, on a pris le parti de tout classer argent sale, et d'où la distinction argent noir avec tout ce qui est lié à la criminalité, et puis argent gris, l'évasion fiscale ou autre, et des concepts également qui ne sont pas du tout considérés comme de l'argent sale. Pourtant, notre parti pris, c'est de dire si, tout est lié, et il ne faut pas lutter sur un aspect, il faut lutter sur tout. Donc on peut dire que toutes les activités humaines sont concernées par l'argent sale. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est vraiment avoir cette approche un peu holistique. On ne va pas considérer juste que les paradis fiscaux ou que certaines activités peuvent être impactées par l'argent sale. En fait, on se rend compte qu'il y a véritablement des activités qui sont liées et donc au sein duquel circule de l'argent sale. Il y avait Thierry Ménissier qui avait eu cette phrase pour la corruption qui est tout à fait révélatrice, c'est que on voit que c'est un concept que tout le monde comprend intuitivement, mais qui est extrêmement compliqué à définir et donc du coup à apporter des solutions concrètes pour lutter contre. On peut dire que la corruption, elle est au cœur du système, c'est-à-dire que l'argent sale corrompt et la corruption, à son tour, produit de l'argent sale. Tout à fait. Et c'est la condition sine qua non à ce que l'argent sale puisse exister, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez donner un petit billet à un agent administratif quelconque pour qu'il accepte de vous faire passer une frontière ou autre. Donc effectivement, la corruption est à la base de tout, dans un sens comme dans l'autre. Et comme vous le dites dans le livre aussi, on est tous, vous venez d'y faire allusion, on est tous concernés. Ça ne concerne pas que les chefs d'État ou les grandes entreprises, les contrats mirobolants. Tous, on est plus ou moins concernés par la corruption. Oui, tout à fait. L'argent sale est partout, à tous les niveaux. Et justement, on parlait tout à l'heure de la mondialisation. La mondialisation amplifie parce qu'il n'y a jamais eu autant de richesses. La mondialisation, elle permet aussi l'opacité et le manque de transparence, qui est la base, avec la corruption, probablement l'autre facteur clé de l'argent sale. Et pourquoi elle permet l'opacité ? Parce qu'on est sur des questions internationales, sur des passages de frontières, et qu'il est beaucoup plus difficile de suivre les choses. Donc on en revient à une question qui est toujours la même, la question de la gouvernance internationale. On va en reparler, mais d'abord, ces paradis fiscaux, même si ça fait aussi partie de la gouvernance internationale, c'est une réalité qu'on peut dire plus importante aujourd'hui qu'il y a 50 ans. La situation est plus grave, cette question des paradis fiscaux, c'est plus grave aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je pense qu'elle est beaucoup plus grave à différents égards. Le premier, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce que sont les paradis fiscaux. Au début, le terme simple de paradis fiscal fait penser à une île lointaine dans les Caraïbes et à donc à dévaloriser un peu la gravité de ce sujet-là. D'une part, il y a une prise en compte et une prise de conscience de la gravité. Il y a aussi des sommes considérables qui passent par ces paradis fiscaux. C'est quelque chose qu'on arrive à découvrir au fur et à mesure des scandales. Et c'est aussi pour ça que c'est positif, puisque à chaque nouveau scandale, la connaissance est repoussée sur ces sujets-là et on arrive à mieux
arriver à identifier quelles sont les failles du système. On sait que c'est une course qui ne s'arrêtera jamais, mais l'avantage c'est que c'est quelque chose qui est en train de toujours progresser. Alors on dit souvent, enfin, on entend beaucoup d'hommes politiques qui prétendent lutter contre les paradis fiscaux. Il y a eu des déclarations, Nicolas Sarkozy qui a dit il y a quelques années les paradis fiscaux c'est terminé. Beaucoup de mots, mais concrètement, qu'est-ce qui est réalisé, je dirais, dans la lutte contre les paradis fiscaux ? Alors, il y a quelques initiatives qui ont été prises, que ce soit à l'OCDE, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau des pays également. Mais c'est vrai que ce qui est surprenant sur ces sujets, c'est que d'abord, les déclarations des chefs d'État sont toujours du copier-coller des déclarations qui ont été produites quelques mois plus tôt au scandale précédent ou à la polémique précédente. Donc, comme s'ils découvraient à chaque fois ce qui se passe. Et le deuxième aspect, c'est que ces mesures se fatigue très rapidement et finalement on s'aperçoit que ça ne fait qu'amplifier. Mais est-ce qu'il y a des réglementations plus coercitives? Est-ce qu'il y a des contrôles plus sévères? Est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont donnés à la justice? Est-ce que réellement les États se donnent les moyens de lutter contre la fraude fiscale, contre les paradis fiscaux? Alors il y a des moyens, mais ils sont largement insuffisants par rapport au problème. Et puis surtout, fondamentalement, lutter contre un problème au niveau national ne sert à rien. Même un groupe de pays n'aura aucune efficacité. Il faut que la prise de conscience de nos hommes politiques soit générale et que la lutte soit totalement intégrée et mondialisée. Et là, on en est très très loin. Regardez l'histoire de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne qui était déjà pas bien épaisse et qui maigrit à vue d'œil en oubliant même les paradis fiscaux qui sont situés au sein de l'Union européenne et pour lesquels là on aurait les moyens de lutter. Donc on peut dire que ces listes n'ont pas beaucoup de sens, elles sont d'une hypocrite, c'est moins qu'on puisse dire. Elles peuvent en avoir si elles sont véritablement basées sur des critères qui sont déterminés et qu'il n'y a pas d'exceptions qui sont faites en eu égard à la situation de tel ou tel pays. C'était ce qu'avait tenté de faire l'OCDE il y a quelques années et finalement cette liste avait finalement été raccourcie pour ne laisser que certains pays. Donc l'avantage de ces listes, c'est qu'elles arrivent à identifier où sont les problèmes. Par contre, c'est uniquement partiel. Mais là où c'est intéressant, c'est que la situation n'est pas forcément la même qu'il y a 50 ans, même qu'il y a 10 ans, puisque les crises économiques qui se sont succédées ont véritablement sensibilisé les personnes, l'ensemble de la population, aux conséquences de ces paradis fiscaux. Vous voulez dire que la société civile, comme on dit, est plus attentive et plus, je dirais, demande plus de transparence sur ces questions? On le voit, il y a un certain nombre de révélations qui ont pu paraître il y a de ça quelques années, qui avaient évidemment ému la société, mais sur lesquelles on n'était pas forcément revenu. Il y a de plus en plus d'ONG, il y a de plus en plus d'associations qui se mobilisent sur ces questions-là, qui arrivent à véritablement pointer du doigt où sont les failles, où sont le problème et comment est-ce qu'on peut arriver à les résoudre. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que la société civile est montée sur un créneau qui était peut-être un peu délaissé par les États pour toutes les raisons qu'on connaît et on les explique dans le livre, mais qui arrive à, on va dire, essayer de toujours pour dire les choses plus brutalement, les États ne remplissent pas leur rôle. Et ce sont plutôt justement les ONG, la presse d'ailleurs, vous citez le consortium des journalistes d'investigation, donc qui ont révélé les Panama Papers, avant ça les Wikileaks, enfin toutes ces grandes révélations qui ont été faites soit sur les paradis fiscaux, soit sur aussi comment on appelle les systèmes d'optimisation fiscale. Voilà, donc en fait c'est la presse qui est plus efficace que les États et la justice. Oui. Mais il n'est pas sûr que la lutte contre les paradis fiscaux soit le moyen le plus efficace, quoi qu'on en dise, parce qu'on a l'impression que les États, les hommes politiques sont coincés. Alors coincés dans leur volonté, peut-être parce qu'ils ont peur de pénaliser les grandes multinationales. Quoi qu'il en soit, quand on regarde de quand datent les paradis fiscaux, à partir du moment où vous imposez des impôts et à la naissance de l'imposition généralisée, vous avez des personnes qui cherchent à frauder et à échapper au fisc. Oui, ça date pas d'hier. Voilà, ça date pas d'hier. Et je crois que la prospérité des paradis fiscaux aujourd'hui, c'est pas juste les ultra riches et les multinationales, c'est aussi un certain nombre de personnes qui gagnent correctement leur vie, qui ont accès à l'optimisation fiscale, pratiquement sans s'en rendre compte, en plaçant leur argent à la banque, et c'est devenu systématique. Donc ce qu'on a voulu dire dans cet ouvrage, c'est aussi que payer ses impôts, c'est aussi lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre le trafic de drogue, c'est aussi lutter contre tous les grands maux qui caractérisent aujourd'hui notre planète. Pour revenir à l'argent sale, au sens l'argent noir dont vous parliez tout à l'heure, ça concerne aussi les démocraties sont aussi concernées, ça ne va pas mieux dans nos pays que dans les pays en développement. Et on peut même dire, si on lie l'argent sale à la criminalité organisée, on peut même dire que nos démocraties sont aujourd'hui en danger.
en danger de ce fait et parce que l'argent sale. Vous dites que l'argent sale, et c'est très important, et aussi notamment la fraude fiscale dont on a parlé, menace le pacte social et au final même le socle de nos démocraties. Et ça, c'est très important. Ben oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est on a toujours cette image de les pays du Nord, les pays scandinaves sont à l'abri de cette menace de l'argent sale, de la corruption. En fait, il y a un certain nombre d'études qui montrent que sur certains dossiers, ils sont effectivement peut-être beaucoup mieux préparés que d'autres pays, mais sur d'autres, ils sont tout aussi vulnérables. Il y a Transparency International qui publie chaque année un indice de la corruption, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les critères qui sont retenus. Est-ce qu'ils sont complètement exhaustifs? C'est pas vraiment le cas. Et donc, au final, il y a toujours cette volonté de chiffrer la corruption, de chiffrer l'état de santé d'un pays, la démocratie d'un pays, mais en ne prenant pas forcément tous les indices. Et donc c'est là où c'est important, c'est d'avoir toujours ce côté un peu critique par rapport aux choses et par rapport aux méthodes qui sont utilisées, pour peut-être prendre de la distance avec certains résultats qui peuvent apparaître. Le sentiment qu'en France, il puisse y avoir une situation qui soit meilleure que dans tel ou tel autre pays, alors que c'est pas forcément la réalité et qu'on doit justement lutter pour. Sylvie Matelli, justement, en France, où en est la lutte contre l'argent sale, contre la corruption? Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays comme un autre en la matière, malheureusement? Malheureusement, oui. On fait partie de tous les traités, de tous les accords. On est très impliqué. L'OCDE est à Paris, donc le GAFI a fortiori aussi. On est impliqué dans la lutte, mais encore une fois, les choses sont pareilles qu'ailleurs et la corruption est là. Même si les entreprises ont mis en place un certain nombre de mesures, il reste encore des affaires et des affaires qui sortent tous les jours. Et on s'aperçoit de la fragilité d'ailleurs de ce que mettent en place les entreprises également, puisqu'elles finissent par être touchées encore aujourd'hui par des scandales de corruption. En un mot, on a une idée du montant de l'argent sale qui circule dans le monde? J'ai vu dans votre livre des chiffres absolument incroyables qu'en 2017, on parle de 2000 milliards, environ 2000 milliards de dollars par an. Alors, c'est toute la difficulté de l'estimation, puisqu'au final, comment est-ce qu'on arrive à identifier quelque chose qu'on ne peut pas arriver à... C'est un ordre de grandeur. Il y a un certain nombre d'études qui se sont penchées sur le sujet, avec soit des modèles mathématiques et économiques très précis, soit au contraire par des estimations. Le FMI a justement effectivement avancé ce chiffre-là. C'est aussi toute la difficulté de cette lutte. Comment est-ce qu'on peut arriver à lutter contre quelque chose dont on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants et l'intégralité du spectre? Merci beaucoup, Carole Gomez. Merci Sylvie Matelli. Je renvoie à votre livre passionnant donc, pour comprendre ce système, j'allais dire, de l'argent sale, à qui profite le crime. Les questions et les réponses dans votre livre, donc aux éditions Erol. Merci à toutes les deux. Merci.